La séance est ouverte. Monsieur Sarawi assurera le secrétariat de séance, mais avant de procéder à l'appel, il convient d'installer un nouveau conseiller municipal suite à la démission de Monsieur Gachet, puis des suivants sur la liste de Madame Gachet, de Monsieur Coulon, de Madame Spatafora. Il convient d'installer ce soir Monsieur Jean-Patrick Larlet pour le groupe Rassemblement National. Bienvenue, monsieur, autour de cette table. Le conseil étant désormais réputé complet, monsieur Sarawi, je vous demande de procéder à l'appel. Merci, monsieur le maire. Gachon Loïc. Mondoloni Jean-Claude. Zurka Marilyn. Amar Daniel. Morbelli Pascal. Mersali Malik. Cuillère Nadine. Gardiol Philippe. Ataflalia. Porte Henri Michel. Non, Porte Henri Michel. Nersessian Jean. Michel Jean-Pierre. Desclos Odette. Piquet Michel. Renaudin Michel. Houlier Gérard. Amou Théré Bernadette. Michel Marie-Claude. Rafia Kadidja. Rosadoni Amélie. Bertolaz Annie. De Souza Frédéric. En retard et en attendant pouvoir Bernadette Amou. Merci. Rovarino Isabelle. Présente. Chauvin Isabelle. Absente pouvoir Marie-Claude Michel. Gesné David. Absent également pouvoir Kadija Rafia. Sora Didier. Manjo Julien. Caruso Julie. En retard, a priori. Sarawi Malik, je suis là. Maton Jean-Claude. Ferral Patrick. Pas reçu de pouvoir, donc absent. Alliot Xavier. Absent. Là, on a reçu un pouvoir pour un ça. Hein. Bossia Hervé. Pas de nouvelles, donc absent. Saint Véronique. Vraisemblablement en retard. Sanchez Philippe. Piombino Patricia. Oui, on l'a reçu. Merci. Larley Jean-Patrick, pardon. Vart Stéphane. Borély Christian. Absent également. L'appel est terminé, merci. Merci beaucoup. Avant de rentrer dans l'ordre du jour proprement dit, je voulais apporter un élément d'information au Conseil suite à la démission de deux élus, non pas du Conseil municipal, mais de leur groupe, à savoir Madame Sain et Monsieur Ferral, qui ont démissionné du groupe Convergence. Le groupe Convergence est désormais réputé dissous, puisqu'il n'est plus composé que de 2 membres. Et donc, il faut prendre acte à cette séance que les élus concernés, c'est-à-dire M. Alliot, M. Ferral, Mme Sain et M. Bossia, siégeront, en tout cas pour le moment, en non inscrit. Deuxième remarque et propos liminaire, j'ai été destinataire d'un courrier suite à notre dernière séance de jeunes gens qui étaient venus à ce conseil pour la première fois et qui s'apprêtent à voter pour la première fois dans quelques jours. Courriers qui sont lycéens au lycée Pierre Mendès France en spécialité géopolitique. Histoire, géo et géopolitique. Et ils ont été particulièrement choqués de se retrouver stigmatisés dans un post Facebook, assorti d'une photo où ils n'étaient certes pas reconnaissables, mais clairement identifiables, de dos, prise dans le public. Monsieur Sanchez, cette photo est prise par l'un de vos soutiens, coutumier des petites dénonciations, coutumier de la stigmatisation, bref, votre petit monsieur Poucave qui alimente non seulement les gazettes, les chroniques
sur les réseaux sociaux, mais également très largement vos questions orales. Nous le verrons plus tard. Je vous engage, Monsieur Sanchez, en tant que responsable de groupe et responsable politique de ce territoire, à mettre bon ordre à ce type de comportement. Il est inadmissible qu'un membre du public, et ce n'est pas la première fois, soit stigmatisé. S'il y a des problèmes de discipline et d'ordre dans le public pendant les séances, il suffit de m'en aviser. Je suis le seul responsable de la police de l'Assemblée. Et donc, si jamais cet épisode était amené à se reproduire, et on est déjà en réflexion pour le faire, nous serions amenés à prendre des mesures modifiant le règlement intérieur, proscrivant toute prise de vue à l'intérieur de cette Assemblée, toute utilisation, et sous peine d'être définitivement ou provisoirement exclu du public de cette Assemblée. Je vous saurai gré de transmettre acquis de droit. Nous passons à... Non, il n'y a pas de réponse. Vous aurez le temps de parler et éventuellement de revenir sur ce sujet plus tard. Alors, je pense que vous devriez arriver à trouver assez facilement. Pour votre indication, donc on enregistre l'arrivée de Mme Sahin, qui est porteuse du pouvoir de M. Ferral et qui refuse le pouvoir de M. Alliot. On en prend acte. Donc M. Alliot est réputé absent sans pouvoir, M. Ferral absent pouvoir Mme Sahin et Mme Sahin présente. Je vous remercie. Mme Sahin, j'ai porté juste avant votre arrivée information du Conseil sur la dissolution de fait du groupe Convergence suite aux 2 démissions dont j'ai été destinataire, la vôtre et celle de M. Ferral, non pas du Conseil, mais du groupe Convergence. Et donc, vous êtes réputé siéger en tant que non-inscrit au sein de cette Assemblée. Nous avons à approuver le procès-verbal de notre séance du 28 mars. Appelle-t-il des observations? Il n'y en a pas. On le valide comme d'habitude à main levée. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Compte rendu des décisions du maire. Est-ce qu'elles appellent des questions, des observations? Monsieur Sanchez. Oui, bonjour à tous. Oui, c'est concernant les désignations d'avocats, les numéros E, F et H. Si vous pouvez nous en dire plus sur le cas F et le cas H. Et sur le point E, pourquoi vous changez d'avocat? Pourquoi pas garder MCL comme vous le faites d'habitude? Voilà, c'est surtout pour avoir des précisions sur le point F et H. Merci. Alors, sur le point E, il s'agit d'une procédure d'expulsion d'un terrain municipal. Sur le point F et H, c'est des procédures assez standards de droit de l'urbanisme et les avocats, on les choisit en fonction de leur spécialité. Tous les éléments étaient dans les décisions du maire consultables au service du Conseil, comme d'habitude. On passe à l'ordre du jour. Pardon, Mme Sahin, vous avez la parole, je vous en prie. Merci. Bonjour à tous. Moi, j'aurais juste un besoin d'éclaircissement sur le point A concernant la convention d'occupation précaire pour la SNEF. C'est une convention d'occupation précaire qui est renouvelée depuis 2018, donc ça fait 9 ans. Elle est motivée par le fait que des projets à vocation technique sont sur ce terrain. Donc j'aurais aimé avoir un peu plus de précision sur les projets sur ce terrain et comment ça se fait que depuis 2018, on ne soit pas passé sur un 369. La question a le mérite d'être posée. En fait, on évite le problème de passer sur un bail 369 et non pas sur une convention précaire. C'est qu'un bail 369, non seulement il s'inscrit dans le temps, mais il nous oblige au titre de bailleur et on ne peut s'en dégager qu'avec des conditions extrêmement lourdes, notamment des indemnités d'éviction relatives aux investissements que l'entreprise aurait fait sur le terrain loué. Nous avons sur ce terrain-là, nous préférons envisager de le conserver, et il n'est pas exclu que nous en ayons besoin pour l'intérêt général.
Dès lors, nous ne souhaitons pas nous inscrire dans un bail commercial avec quiconque, ce n'est pas spécifique à la SNEF, et cette convention convient, pour le moment en tout cas, à la SNEF. Oui, mais en raison de la redevance qui est soi-disant modique, c'est-à-dire qu'elle pourrait être beaucoup plus élevée, est-ce que les indemnités d'éviction n'auraient pas été moindres par rapport au manque à gagner d'un bail commercial de 369? Alors, le problème du bail commercial 369, c'est effectivement non seulement le montant des indemnités d'éviction, mais également les conditions de rupture d'un bail 369, qui sont beaucoup plus complexes que celles d'une convention d'occupation précaire. Pour être le plus clair possible, on a démarré sur une convention d'occupation précaire, tout simplement parce que ce terrain qui est à proximité de notre cuisine centrale est susceptible de porter un autre projet. Ce projet et ces projets potentiels, ils sont poussés devant nous et ils ne dépendent pas que de nous. Dès lors, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont se déclencher. L'intérêt d'une convention d'occupation précaire, c'est qu'elle nous permet, dans un délai court, de pouvoir libérer ce terrain afin qu'il puisse porter un projet d'intérêt général. Nous n'avons pas vocation à être bailleurs de terrains économiques. Ce n'est pas notre intérêt, ce n'est pas notre vocation. On a par contre intérêt à garder des fonciers quand ils sont susceptibles de porter des projets d'intérêt général et de pouvoir le faire dans un délai qui correspond à celui à la fois de la collectivité, la nôtre, de la ville de Vitrolles, mais éventuellement de nos partenaires publics qui seraient intéressés à ce projet. On pense dans la zone d'activité naturellement à la métropole et le rythme de la métropole, c'est pas le nôtre. Et donc c'est une démarche de précaution, si vous voulez. D'accord, je vous remercie. D'autres questions sur les décisions? Non, on passe à l'ordre du jour proprement dit. Alors, tac, tac, tac. Le point 1, il correspond à l'information du Conseil en matière de marché public. Y a-t-il des questions pour Monsieur Houllier? Il n'y en a pas? Parfait, on passe au vote. Le vote est ouvert. Pour, 6 abstentions. Très bien. Merci beaucoup. Le point de modalité de réalisation des heures supplémentaires et des astreintes, modification de la délibération 21-162 en date du 7 octobre 2021. Il s'agit tout simplement d'élargir la possibilité de recourir aux heures supplémentaires pour nos apprentis. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Je vous remercie. Le point 3 vise notre tableau habituel de création, transformation et suppression de postes statutaires. Des questions? On passe au vote. Le vote est ouvert. Pour, 6 abstentions. Très bien. Le point 4, une révision de notre délibération générale sur les tarifs publics, en particulier concernant la police administrative, les sports et les équipements municipaux. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Sanchez. Oui, juste, bon, on votera pour, mais juste pour les terrasses de café, enfin pour les cafetiers et pour les associations caritatives, pourquoi on ne ferait pas des tarifs gratuits puisqu'ils participent à l'animation du centre-ville et de la commune? Alors, est-ce que c'est possible de le faire? Vous pouvez la refaire, je n'ai pas très bien compris. Les cafetiers et les associations caritatives, je ne vois pas vraiment le rapport. Par exemple, pour les cafetiers, oui, les restaurateurs, commerçants et food trucks, là, il y a des tarifs à 1,66 €, 2,43 €. Pourquoi pas faire la gratuité pour... OK, la gratuité pour le droit à terrasse. Et donc, il y avait deux questions.
Et l'autre concerne les associations caritatives, c'est ça? Oui, voilà, s'il y avait des associations caritatives. Et c'est quoi la question sur les associations caritatives? Bah, c'est par exemple, si, pour tout ce qui est. Pareil, par exemple les. Comment on appelle ça S'il vous plaît, Monsieur Sanchez, tout seul à la parole. Oui, oui. Comment on appelle là où on vend les vides-greniers, voilà, les trucs comme ça. Ah, ok. Voilà. Alors, les vides-greniers, c'est quoi le tarif sur les vides-greniers? Monsieur Sanchez, puisque vous avez préparé cette délibération, je vous demande quel est le tarif pour les vides-greniers. Moi, je vous pose une question, répondez-moi. Non, non, mais on va vous répondre. Mais vous posez une question, très bien. Non, je vous pose une question, voilà, répondez-moi. Arrêtez de me poser des questions. Mais en fait, je vous ai posé une question simple, la gratuité, vous me répondez oui ou non, et voilà. Alors, Monsieur Sanchez, c'est vous marqué, pouvez le prendre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous allez avoir la réponse, hein. Voilà. Mais vous pouvez le prendre comme vous voulez, hein. Moi, ça ne me dérange pas, hein. Mais par contre, convenez que votre question est imprécise et qu'en plus, elle est contenue. La réponse est contenue dans la délibération. Donc, c'est que vous n'avez pas lu la délibération que nous allons voter. La réponse à vos deux questions. Pourquoi ce n'est pas gratuit pour le droit à terrasse? Tout simplement parce que on ne souhaite pas, on souhaite pouvoir canaliser les utilisations de terrasses pour nos commerçants, pour nos cafetiers. C'est à partir du moment où on met la gratuité, ça sous-entend que très difficile de faire respecter le droit et d'avoir des terrasses qui soient canalisées sur des espaces précis. Donc le fait d'avoir un tarif, et il est modique, permet de canaliser strictement l'utilisation du domaine public pour les cafetiers, et quels qu'ils soient d'ailleurs. Par ailleurs, ces droits à terrasse sont générateurs de recettes pour des entreprises privées. La gratuité pourrait être interprétée comme une aide quasiment directe à des entreprises privées, ce qui n'est pas la vocation de la collectivité. Pour votre deuxième question, c'est exonéré. Ouais, voilà, vous avez trouvé la réponse. Il y a une exonération pour les associations caritatives qui organisent un vide-grenier. On passe au vote. Ah, pardon, excusez-moi, on ne passe pas au vote. Madame Sahin, vous avez la parole. Concernant le point de mise à disposition des chalets, alors il est noté 45 € par jour. Donc ça comprend la mise à disposition et la redevance d'occupation. Par contre, est-ce que l'acheminement et l'installation sont à la charge de la ville ou est-ce que c'est à la charge de l'occupant? Auquel cas, est-ce qu'il y a un minima d'un nombre de jours? Parce que 45 € si on doit acheminer et monter, ça revient plus cher d'acheminer et de monter que les 45 € que ça va coûter. Vous avez tout à fait raison. L'enjeu pour nous n'est pas de ces chalets dont on a fait l'acquisition pour le dernier marché de Noël. C'est des objets relativement fragiles et relativement onéreux par rapport aux barnums que nous pouvons prêter plus traditionnellement. On est néanmoins sollicité pour des gros événements pour pouvoir mettre à disposition ces chalets. Et on ne souhaitait pas le faire à titre gratuit, et donc on prend une délibération, mais ne pourront accéder auprès de ces chalets que des structures qui ont la capacité de nous garantir qu'elles peuvent le transporter, le monter et le démonter conformément au cahier des charges. Et donc, ce n'est pas très cher comme mise à disposition. En revanche, les déplacements sont bien à la charge de la structure et le montage à la charge de la structure qui demande et à qui on accorde le prêt de ces chalets. D'accord, merci. Pas d'autres questions? On passe au vote. Monsieur Piquet, s'il vous plaît. Je vous remercie. Le point 5, actualisation des tarifs de la taxe de séjour au 1er janvier 2025. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote.
Unanimité. Je vous remercie. Le point 6, approbation de la convention de délégation de compétences entre la commune de Vitrolles et la métropole au titre de la compétence entretien de la voirie supportant la circulation d'un transport collectif en site propre. Dit plus simplement, vous savez que la métropole est compétente sur le tracé du BHNS, c'est-à-dire en termes de voirie, c'est-à-dire depuis l'avenue Victor Gelu, puis toute l'avenue des Saliens, le boulevard Padovani, les droits de l'homme, Rhin et Danube, puis l'avenue du 8 mai 45, puis Jean Monnet jusqu'à la limite des Pennes Mirabeau. Mais néanmoins, la métropole n'étant pas en mesure d'assurer l'entretien courant, le nettoyage de cette voie, elle conventionne avec nous par une délégation de compétences et non plus une convention simple, nous permettant d'exercer cette compétence pour elle, et on percevra l'équivalent des ressources que la métropole a perçues pour le faire. Des questions? Monsieur Sanchez. Bout de voirie, et pourquoi on ne récupérerait pas l'ensemble de la voirie avec l'aide de la métropole? Je n'ai pas tout à fait compris votre question, monsieur Sanchez. Je suis fatigué ce soir, donc il va falloir être... Pourquoi juste, ça concerne juste ce bout de voirie, et pourquoi on ne pourrait pas récupérer l'ensemble de la voirie, quoi, avec l'aide de la métropole? En fait, parce que tout simplement, tout le reste de la voirie, on l'a déjà. Ben, je sais pas, là, je comprends pas. Alors, je vais vous la refaire. Le dernier transfert de compétences sur la voirie, qui date de 2023, qu'on a voté dans cette Assemblée, consistait à transférer obligatoirement à la métropole, depuis la loi NOTRe ou MAPTAM, je ne sais plus laquelle des deux, mais elles ont été votées en même temps, mais en tout cas de transférer seulement, et non pas toute la voirie, mais seulement les voies porteuses d'une mobilité métropolitaine en site propre. Nous sommes concernés sur cette voie parce qu'elle porte le bus à haut niveau de service, le Zénibus. Et à ce titre, il était obligatoire de transférer cette voie à la métropole. Et pour pouvoir assurer la continuité de gestion de la voirie, la métropole accepte de nous subdéléguer par cette délibération la gestion courante de la voie. Mais ça veut dire clairement que l'entretien courant est à notre charge et que la métropole nous paye pour ça. Et que s'il y a un investissement à faire sur cette voie, lui, il sera métropolitain. S'il faut refaire un tronçon de l'itinéraire que j'ai décrit, c'est la métropole qui devra l'assumer. C'est clair? Tout le reste de la voirie communale, à l'exception des zones d'activité, est communal. Tout le reste reste à la commune et resté à la commune. Il n'y a pas à conventionner quoi que ce soit. On peut passer au vote? Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 7 vise une modification de la convention cadre de mise à disposition d'équipements municipaux partenaires dans le cadre de manifestations. Y a-t-il des questions? Monsieur Sanchez? C'était pour savoir quelle était justement cette modification. C'est dans la délibération, monsieur Sanchez. Il suffisait de la lire. On passe au vote. Le vote est ouvert. Madame Raffia, s'il vous plaît. Monsieur Sanchez également. Vous pouvez voter contre, vous abstenir, faites comme vous voulez. 32 pour, 4 abstentions. Très bien, merci. Point 8. Non, pardon, oui, c'est ça, point 8. Adhésion à la charte départementale, ce n'est pas écrit dans l'intitulé, mais tout de même. La charte départementale en faveur de la protection du martinet noir. Y a-t-il des questions ou des observations? Alors, il s'agit d'un oiseau et absolument pas, même s'il est homonyme du maire de Berre,
Non, non, il s'agit bien d'un oiseau. Madame Sain, vous voulez prendre la parole? Allez-y. Madame Sain, la parole. Oui, juste une question, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une charte qui est destinée au seul collège. Alors, La mise à disposition de ces nichoirs vont être disposés dans les collèges, exclusivement dans les collèges, ou ça va être disposé ailleurs Parce que je sais qu'il faut une certaine hauteur pour les martinis noirs. Alors, est-ce la raison pour laquelle, ou est-ce qu'il y a des actions qui peuvent être envisagées en dehors des collèges? le département n'a pas besoin de passer une charte avec nous pour installer des nichoirs à martinets sur les collèges, puisque les collèges leur appartiennent. La phrase n'est pas correcte. Les collèges leur appartiennent. Donc, il n'y a pas besoin de convention. Là, on passe une convention justement pour élargir cette possibilité d'installer des nichoirs à martinets sur d'autres bâtiments publics qui respecteraient, qui conviendraient, qui correspondraient à notamment des hauteurs satisfaisantes pour accueillir les martinets. D'accord, merci. Juste pour la petite histoire, parce que c'est toujours intéressant à partager, il faut avoir en tête que le martinet est un oiseau qui ne se pose presque jamais, qui dort en volant, qui se reproduit en volant, qui mange en volant, et il ne se pose que pour couver, pour pondre et couver. Et les jeunes qui naissent chaque année partent pour voler pendant au moins 18 mois sans se poser jamais au sol. Voilà. D'où l'importance des nichoirs quand même, finir de ça, par se poser à un moment. On a voté? Non, pas encore. Allez, je vous demande de passer au vote. C'est une petite récréation. Monsieur Saraoui, merci beaucoup. Le point 9 concerne une servitude sur la parcelle CP 099 au droit de la Petite Garrigue pour alimenter le bâtiment La Fauvette 1. Y a-t-il des questions? Passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 10 concerne une convention de soutien aux communes et aux groupements communaux pour la lutte contre les déchets abandonnés et diffus. Les déchets abandonnés diffus. Convention que nous passons avec Citeo. Pour ceux qui n'auraient pas les logiciels tout à fait à jour, Citeo, c'est le nouveau nom, enfin nouveau pas tellement, mais le nom de ce qui était autrefois Éco-emballage, qui est cet organe qui collecte de la part des industriels qui ont des suremballages, une cotisation et la met à disposition pour lutter contre les déchets abandonnés et accompagner le geste de tri. Peut-être un commentaire? Non, pas particulièrement. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Si, Monsieur Sanchez. Quelques explications. Comment ça fonctionne Citeo reçoit de l'argent des entreprises qui émettent des déchets. Ensuite, cet argent, il en donne une partie aux communes. Et avec cet argent, vous l'utilisez pour ramasser les déchets abandonnés? C'est la commune qui ramasse vraiment? Comment ça se passe? Bon, visiblement, vous n'avez pas lu celle-là non Si, plus, de je convention. l'ai lu, si, je l'ai lu, mais c'est juste pour avoir comment ça fonctionne, quoi. Citeo donne de l'argent à la commune, et en échange, la commune ramasse les déchets abandonnés? Pas du tout. On va vous donner quelques explications. Je vais commencer par en donner un tout petit peu. Après, Madame Attaf, précisera 2 éléments que nous envisageons dans le cadre de ces actions innovantes avec Citeo. Citeo collecte auprès des industriels qui produisent des emballages une contribution. Elle est d'ailleurs lisible sur chaque emballage. Il y a un petit logo qui indique que ce sont des industriels qui contribuent au geste de tri et à la lutte contre les déchets, et non pas forcément que leur emballage est recyclable. Donc, Citeo collecte. Ensuite, indépendamment de cela, Citeo
finance les collectivités ou les intercommunalités en charge du traitement, du tri et de l'élimination des déchets. À ce titre, Citeo est un financeur de la métropole, financeur au tonnage. C'est-à-dire qu'en fonction du volume, du poids de déchets triés, Citeo contribue au budget annexe des déchets à la métropole. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça concerne la métropole. Parallèlement, Citeo a aussi des programmes indépendants de ce financement direct vers les collectivités, vers les organismes gestionnaires des déchets, pour accompagner des territoires sur des pratiques innovantes en matière de lutte contre les déchets abandonnés, ceux qui ne sont pas déposés dans les bacs de tri, dans les colonnes de tri. Déchets abandonnés, ça concerne évidemment les emballages abandonnés, pas les frigos abandonnés sur le trottoir, les emballages abandonnés. Là-dedans, on parle aussi bien d'éléments qui relevaient de la propreté, c'est-à-dire des choses qui sont abandonnées dans les parcs, qui sont abandonnées le long des voies, qui sont abandonnées, voilà, tout type de déchets abandonnés. Et le financement de Citeo n'est pas du tout automatique en la matière. Le financement de Citeo, on peut l'obtenir si on monte avec Citeo un projet innovant pour lutter contre les déchets abandonnés. Le projet sur lequel on travaille, qui n'est pas tout à fait finalisé, mais sur lequel nous avançons, c'est pour cela que nous passons une délibération ce soir, contient quelques opérations, des opérations nouvelles pour lutter contre les déchets abandonnés à Vitrolles. Peut-être, Madame Attaf, quelques mots des projets, je ne sais pas, des caméras ou... Oui, alors déjà, je voulais préciser que on travaille avec Citeo sur une expérimentation qui s'appelle Zéro déchet abandonné depuis à peu près 2 ans. On travaille avec 3 autres communes de France et c'est une expérimentation. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a réussi à avoir cette aide de la part de Citeo. Nous pouvons avoir cette aide à la ville de Vitrolles parce que nous faisons des actions de sensibilisation, de communication et nous avons la compétence de la propreté sur la commune et c'est aussi pour ça qu'ils ont souhaité nous aider. Avec cet argent-là, monsieur le maire l'a dit, on va continuer à nettoyer, comme vous dites, monsieur Sanchez, et à ramasser les déchets, c'est ce qu'on fait puisque c'est notre compétence. Et on va aussi passer sur un cap verbalisation. C'était vraiment le dernier cap qui nous manquait par rapport à toute la politique de la propreté sur la ville. Et donc, on a décidé d'investir sur des caméras spéciales propreté. Voilà, donc on est en train de finaliser là le dossier, mais c'est ce qu'on va faire et on va faire l'acquisition de caméras pour verbaliser directement les personnes qui commettent ces... Pardon, les personnes qui commettent les contrevenants. Voilà. Il s'agit d'un projet expérimental, mais le problème est suffisamment tenace à Vitrolles pour qu'on utilise des moyens un peu plus structurés. Le travail qu'on a engagé sur la verbalisation est pour le moment beaucoup trop ponctuel pour être réellement dissuasif. Et donc on espère qu'avec ces nouveaux outils, on puisse passer à une phase un peu plus importante, à la fois sur des déchets abandonnés dans la ville, mais aussi, et sans doute, des déchets abandonnés à proximité immédiate de la ville, sur lesquels on a aussi quelques problèmes. Voilà, on peut passer au vote. Merci Madame Attaf. Je vous remercie. Le point 11 concerne l'adhésion à l'association Initiative Pays d'Aix. Jusque récemment, c'était la métropole, en fait, c'était le Pays d'Aix, la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, qui était adhérente pour le compte de l'ensemble des communes, vu la réorganisation métropolitaine qui est toujours un peu à l'œuvre, mais et la disparition du Pays d'Aix, il est demandé aux communes concernées de procéder à une adhésion directe à cette association qui accompagne les commerces en particulier. Y a-t-il des questions, des observations? Pas de questions. On peut passer au vote. Je vous remercie. Le point 12, c'est l'actualisation des tarifs applicables à la taxe locale sur la publicité extérieure. Y a-t-il des questions, des observations?
Non, Monsieur Sanchez, vous ne demandez pas pourquoi on ne fait pas la gratuité? Vous constatez bien, comme tout le reste d'ailleurs, globalement, ça augmente de l'inflation. On peut passer au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 13 concerne une convention d'occupation temporaire du domaine public pour l'installation, l'entretien et la maintenance d'une signalétique commerciale. Peut-être, Monsieur Mersali, que vous nous dites quelques mots. C'est une délibération qui a l'air de rien, mais qui est importante. Merci. Cette délibération concerne le renouvellement du marché de préenseigne. Ce sont les lattes là, que vous voyez sur les trottoirs qui indiquent les entreprises et les commerces. Donc le marché est arrivé à expiration depuis plus d'1 an. Donc il y a eu une mise en concurrence et un nouveau prestataire a été désigné. L'architecture de ce marché est relativement simple. C'est d'abord favoriser la signalisation des commerces, car c'est un produit qui est beaucoup demandé par les entreprises et les commerces pour guider les chalands sur le bon endroit, et avoir aussi une signalétique, j'allais dire, agréable. Et il y avait un troisième point sur lequel nous voulions reprendre la main, c'est maîtriser l'implantation de ces objets qui sont sur la voie publique, et qu'il n'y ait pas une anarchie de développement des enseignes et des préenseignes, puisqu'il y en a aussi qui sont sur des mâts. Je ne sais pas si vous voyez devant la partie Ikea, le terre-plein qui est au milieu, les mâts se multiplient. Tout ça, ça va être enlevé afin d'avoir une maîtrise. Et chaque fois qu'il y aura une implantation, il faudra qu'ils nous demandent l'autorisation d'implanter à tel ou tel endroit. Enfin, pour la redevance, on a fait en sorte que même s'il y a une part variable, la ville sera toujours bénéficiaire d'une redevance à minima de 27 000 €. Voilà. Comme ça, il n'y a pas d'histoire, parce que chaque fois qu'il y a des redevances variables, c'est toujours très compliqué avec les prestataires une fois qu'ils sont installés dans un marché. Voilà. Questions, observations? On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 14 concerne une convention d'occupation précaire au bénéfice de l'association L'Olivier Solidaire pour un local, un garage pour être clair, situé 28 avenue Camille Pelletan. On n'y rentre pas par là. On y rentre par comment elle s'appelle? L'avenue de la Poste, la rue de la Poste. C'est un garage qui est sous l'ancienne poste. Des questions, des observations? Il n'y en a pas. Comme de coutume désormais, sur les associations vitrolaises, je ne prendrai pas part au vote. On passe au vote. Le vote est ouvert. C'est bon. Non, c'est bon. Unanimité. 24. Je vous remercie. Le point 15, c'est aussi une convention d'occupation précaire pour l'association Propagandads, le Y Café, pour l'installation d'un café associatif dans l'ancien restaurant Les Saveurs du Rocher, situé 26 bis avenue Camille Pelletan. Des questions, des observations? Monsieur Sanchez. Oui, pourquoi c'est à titre gratuit pour cette association, le White Café associatif, alors que, par exemple, les copains du village, ils payent? Les copains du village, ils payent? Ben oui. Ah ouais? C'est la dernière des nouvelles. Je ne sais pas ce qu'ils payent alors. Non, vous êtes sûr de votre question? Je me renseignerai. Ouais, je pense que c'est sage. Merci. On passe au vote. Le vote est ouvert.
22 pour, 4 contre. 4 contre. Ah ben au moins. Allez. Point 16, convention de mise à disposition à titre gratuit, là aussi gratuit, de terrains communaux d'une parcelle communale, je crois, sur le plateau, la B1607 de 2000 m² à l'association L'Olivret Solidaire. Et l'Olivret Solidaire pour l'établissement de conservatoire de l'Olivier. Ah oui, pardon, on fait une convention globale et on en rajoute pour le conservatoire de l'Olivier. Des questions? On passe au vote. Le vote est ouvert. Donc je pense que c'est le même vote que tout à l'heure, ni M. Renaudin, ni moi-même. Et si jamais j'ai voté la précédente, c'est une erreur, le secrétariat défalquera. Donc 34 pour et 200 votes. Merci bien. Nous passons à la 17. Désaffectation, déclassement dans la perspective de la vente ayant déjà été délibérée, de terrains communaux pour Logis Méditerranée. Il s'agit des délaissés, en tout cas des espaces publics inclus au sein de la résidence Mozart à la Frescoul. Des questions? Non, passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 18, avenant numéro 2 au bail et construction du 7 juin 2010 entre la commune de Vitrolles et Dalkia France. Bail à construction qui visait la construction d'une chaufferie à côté de l'école Plan de la Cour. Ce bail à construction arrive à terme, mais il est en décalage de la concession qui donne à Dalkia la gestion du réseau de chaleur qui est lié à cette chaufferie. Donc nous vous proposons ce soir de voter une prolongation de ce bail à construction pour que les dates de fin du bail à construction et de la concession sur le réseau de chaleur coïncident. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors je vous donne juste une explication complémentaire, surtout s'il y a des usagers qui sont dans la salle ou du réseau de chaleur qui sont dans la salle ou qui nous écoutent. En fait, tout simplement, si on ne fait pas ça, on va se retrouver dans l'obligation de reprendre la chaufferie, alors même que Dalkia continue à exploiter le réseau. Reprendre la chaufferie et éventuellement la redéléguer, et on ne peut pas préjuger qu'on la déléguera à Dalkia, et donc se retrouver avec une chaufferie et un réseau qui sont disjoints, et la possibilité d'avoir deux exploitants différents, ce qui, vous en conviendrez, c'est déjà suffisamment complexe, le réseau de chaleur de Vitrolles, pour pas en plus avoir deux exploitants différents entre la chaufferie et le réseau. Donc c'est la raison pour laquelle on aligne les positions, et je veux dire on aura l'occasion d'en délibérer, mais nous sommes dans la perspective puisque la chaufferie est municipale, elle appartient à la ville, c'est un bail à construction, mais elle appartient à la ville. Le réseau, en revanche, est un réseau privé qui est géré qui est propriété d'une association syndicale libre, très ancienne, qui réunit notamment des usagers du centre-ville, les plantiers, enfin un certain nombre de grosses copropriétés, une partie des ormeaux, etc. Nous sommes en train de travailler à la bascule de ce réseau en réseau de chaleur public. Ça prendra un peu de temps, des procédures un peu complexes, mais globalement, il y a un accord un peu de tout le monde pour qu'il revienne en réseau de chaleur public, ce qui permettra de mieux coordonner la gestion de ce réseau et d'envisager la mise en place d'une concession de plus longue durée et un renouvellement des investissements dont ce réseau a cruellement besoin. On peut passer au vote. Donc là, vous avez compris que la délibération ne concerne pas le réseau de chaleur, mais seulement la chaufferie. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 19 concerne l'appel à projet annuel pour les séjours jeunesse, avec évidemment la signature des avenants pour les associations concernées qui ont participé à cet appel à projet. Y a-t-il des questions pour M. Sarawi? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert.
C'est normal, hein, c'est des administrateurs de la Maison pour tous qui ne participent pas au vote. 33 pour, 300 votes. Merci bien. La 20, attribution de subventions aux associations et essentiellement, exclusivement d'ailleurs, une subvention à Vitrolles Jumelage de 1 750 € pour financer le déplacement ou une partie du déplacement d'une délégation importante à l'occasion des 40 ans du jumelage avec Morpheden-Walldorf au mois de juillet. Des questions? On passe au vote. Le vote est ouvert. Oh non. Pour et sans vote. Je vous remercie. Le 21, la 21, c'est une modification de la programmation politique de la ville 2024, celle qu'on a votée, je crois, au dernier conseil. C'est vraiment un ajustement à la demande de 13 habitats qui souhaitent basculer ces crédits sur une autre opération. Et donc, on fait un jeu de vase communicant entre 13 habitats et la ville. Est-ce qu'il y a la programmation reste globalement inchangée. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. La 22, c'est un avenant numéro 2 au contrat de concession de services publics relatif à la restauration scolaire. Il est très simple puisqu'il s'agit d'intégrer, de supprimer des points de livraison, notamment l'école Pergot et l'école Cézanne, et d'y intégrer la nouvelle école Robert Badinter. C'est le seul point de modification de la concession. Des observations, des questions? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Même ça. Merci. Unanimité. Merci beaucoup. La 23, c'est une convention de coproduction avec le SIAM. Le SIAM, c'est le Centre international des arts en mouvement, qui est situé à Aix-en-Provence, à La Molière, pour l'organisation le 8 juin prochain au soir au Stadium d'un spectacle dans le cadre de leur événement Les Nuits en Mouvement. Des questions, des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 24 concerne la convention de coproduction du fabuleux festival les 1er et 2 juin, c'est-à-dire samedi et dimanche qui arrivent, avec la librairie Quartier Libre. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Merci bien. Le 25, c'est là aussi une convention de partenariat avec l'association Musical Riot pour l'organisation du Dubstation Festival. Dubstation qui se tenait jusque-là à Font-Blanche au mois de juillet et qui cette année, à la fois pour des raisons de calendrier contraint sur la fin du mois de juillet, mais peut-être plus encore pour s'installer dans un site plus adapté à ce style musical, va s'installer le 28 et 30 juin prochain au Stadium. Des questions? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Monsieur Amar. Unanimité. Je vous remercie. Le point 26 concerne le règlement intérieur des activités du secteur de l'animation sportive. Est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur Michel? On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 27, c'est le règlement intérieur de la structure artificielle d'escalade installée au gymnase Léo Lagrange. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Le vote est ouvert.
Unanimité. Merci bien. Le 28 concerne la convention entre la commune et la Société nationale de sauvetage en mer, SNSM, pour la surveillance de la baignade et de la plage des Marettes pour la période estivale de 2024. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Monsieur Mersali? Non. Un sans vote. 35 pour, 1 sans vote. Je vous remercie. La 29, la convention avec la Fondation du patrimoine dans le cadre de la mission Berne. Allez, puisque sinon on aura fini avant 19h, donc ça se fait pas. Monsieur Piquet, quelques mots sur cette convention et combien la Fondation patrimoine alloue à notre projet de restauration des monuments du Rocher. Merci, monsieur le maire. Cette convention permet de recevoir la somme de 195 000 € d'aide de la Fondation du patrimoine dans le cadre de la mission Berne. Ce n'est qu'une première partie de financement que nous avons obtenu. Le financement, la prochaine convention passera, je pense, au prochain conseil municipal concernant la Fondation du patrimoine avec la Fondation AXA qui nous donnera un financement de 100 000 € complémentaires. Merci, Monsieur Piquet. Est-ce que ça soulève des questions ou des observations? Il ne faut pas trop en demander, des applaudissements. Mais oui, bravo et merci. Le point... Ah non, il faut qu'on vote quand même. Si en plus on ne vote pas, là... Monsieur Sanchez, s'il vous plaît. Unanimité. Merci bien. Le point 30 concerne une convention de coproduction avec le centre social Le Barthas pour la rencontre avec une personnalité inspirante le 8 juin 2024 prochain. Alors, il y a un côté un petit peu mystérieux dans cet intitulé. C'est logique, néanmoins, je peux vous dire qu'il s'agit d'un joueur de football né à Vitrolles et qui a fait ses premiers pas à Vitrolles, qui est joueur de football professionnel, qui cette saison a été quelque peu en difficulté, comment dire, de blessures répétées, mais qui néanmoins est comment dire, professionnel dans le championnat anglais. J'en dirai pas beaucoup plus. Il faut se rapprocher du Barthas pour avoir... Bon, pour les fans de foot, c'est relativement facile. Donc, sinon, pour ceux que ça intéresse, il faudra se rapprocher du Barthas pour avoir de plus grandes, amples informations. Excusez-moi, juste, c'est pas par goût du mystère que ça n'est pas figuré. C'est qu'évidemment, quand il s'agit de personnalités de ce type, de ce niveau, il y a des conditions de publicité de leur venue et des conditions de sécurité à mettre en œuvre qui impliquent parfois un embargo sur la communication officielle. Donc, c'est la raison pour laquelle la délibération ne fait pas figurer nommément l'identité du footballeur en question. Mais je vous en livre un peu plus pour donner l'information au Conseil. Question. Alors, c'était le voisin de Mme Morbelli. Elle tient à ce qu'on le dise. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Je vous remercie. Le point 31,
On est déjà à la fin de ce conseil, presque. On a deux questions, avec 2 questions orales quand même derrière. Convention d'adhésion au réseau de communication mobile critique à très haut débit des services de secours et de sécurité. Tout est dit dans la chanson. Il s'agit d'un système de téléphonie piloté par le ministère de l'Intérieur et qui permet de sécuriser les communications entre les différents acteurs de la sécurité publique, sécurité civile, police, gendarmerie, et j'en passe. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Monsieur Michel, s'il vous plaît. Unanimité. Je vous remercie. Nous avons, à ce stade, épuisé l'ordre du jour. Nous avons reçu 2 questions orales du groupe RN. Monsieur Sanchez, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Donc, je vous lis la question. S'il vous plaît. Donc, Monsieur le maire, en tant qu'élu d'opposition, nous souhaitons obtenir des renseignements concernant les frais d'avocat que vous avez engagés dans le cadre de votre dernière condamnation pour népotisme et prise illégale d'intérêt en lien avec l'emploi de votre belle-mère et de votre femme. Vous avez déclaré publiquement que vous comptiez payer de vos deniers personnels vos frais de défense. Bien que cette déclaration d'intention soit louable, il demeure impossible pour les citoyens de vérifier que cela s'est réellement passé ainsi. Nous souhaitons donc que vous fournissiez des éléments probants afin de démontrer au Vitrolais que vous avez effectivement payé votre avocat par vos fonds propres. Le Rassemblement national de Vitrolles souhaite éviter toute suspicion sur laquelle cette dépense aurait pu être indûment prise en charge par la mairie. Pouvez-vous justifier ce soir par des preuves concrètes que vous avez personnellement payé les honoraires de votre avocat dans le cadre de votre procès? Je vous remercie de votre réponse et la transparence que vous apporterez sur ce sujet important pour les Vitrolais. Très bien. Monsieur Sanchez, on a bien noté qu'à peu près chaque conseil municipal, vous trouvez le moyen, faute de réagir sur le fond, d'alimenter, d'essayer de faire un peu mousser l'écume des choses. Et la question que vous posez, vous possédez déjà tous les éléments de réponse, vous permettant de répondre vous-même à votre question. Tous les éléments de réponse. Tout simplement parce qu'ils sont tous rapportés à ce conseil. Mais, écoutez, puisque vous m'en donnez l'occasion, votre question permettra tout de même d'apporter 2 petits éléments de compréhension à toutes les personnes qui, de bonne foi, ignorent les éléments portés à la connaissance des conseillers municipaux, pour peu qu'ils prennent le temps d'en prendre connaissance. C'est-à-dire que si, pour le dire plus simplement, vous avez tout à fait accès à toutes les informations que vous demandez, il n'en va pas de même des citoyens, ceux dans la salle et puis ceux qui nous écoutent. 2 précisions tout de même. D'une part, je n'ai jamais été poursuivi ni condamné pour népotisme. Ce terme qui a été utilisé au procès, néanmoins, n'est pas un chef de condamnation, n'est pas un sujet, donc il n'y a pas de condamnation pour népotisme. Et concernant ma femme, j'ai été relaxé de toutes les accusations que mes détracteurs avaient portées contre mon épouse et moi-même la concernant. Et je vous saurai gré désormais, et je dis ça avec un peu de solennité, de laisser ma femme tranquille. Vous, et aussi, si possible, le petit monsieur Poucave qui vous accompagne. D'autre part, cette condamnation pour prise illégale d'intérêt, elle sonne pour moi, et pas que pour moi, clairement comme un avertissement. Et je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, parce que ce sujet, comment dire, ce n'est pas la première fois qu'on l'aborde, que je l'aborde dans cette séance, dans cette assemblée. D'ailleurs, les juges ont considéré cela, parce que si les juges avaient imaginé
que les actions que j'ai menées relevaient d'une malhonnêteté intentionnelle, elles avaient tout loisir de suspendre mes fonctions de maire, comme ça a été fait pour certains de mes confrères sur d'autres communes. Elles n'ont pas choisi d'aller dans ce sens, elles ont choisi une peine de sursis. Je sais que ça vous gratouille, je sais que ça vous déçoit, mais la justice reste la justice, et je vous demanderai donc de vous en tenir aux faits et de cesser de spéculer. Et moi, je vous demanderai de répondre à ma question. Je vous aurai la parole à nouveau, Monsieur Sanchez. Je n'ai pas l'instant, vous terminé n'avez pas parce que je n'ai répondu pas à ma répondu à votre question, et ça arrive. Maintenant, par rapport à votre question, vous avez remarqué, notamment lors du dernier conseil, que chaque prise en charge des défenses des élus nécessite une délibération. Nous en avons pris une au dernier conseil parce qu'un certain nombre d'élus, je ne sais plus si c'est 3, si c'est 4, mais demandaient la protection fonctionnelle parce qu'ils se sentaient attaqués par vous, Monsieur Sanchez, et par votre ami. Cette protection fonctionnelle leur a été attribuée par le Conseil. Et les désignations d'avocats afférentes à cette prise en charge de la protection fonctionnelle, elles seront, comme toutes les autres, rapportées dans les décisions du maire à chaque assemblée. Il se trouve que vous n'avez jamais eu à prendre une délibération de protection fonctionnelle me concernant, ni sur le sujet dont nous parlons, ni même à avoir, non plus d'ailleurs, à avoir à rapporter de décision du maire relative à la désignation d'avocats. Tout simplement parce que je n'ai pas demandé la protection fonctionnelle. Et s'il y a une chose assez simple en France, c'est que le Trésor public, le trésorier payeur, pour payer une dépense, il va demander un justificatif. Et donc, si je lui présente une note de mes avocats, je vous garantis que le Trésor public va demander la décision du maire afférente à la protection fonctionnelle et à la désignation d'avocats. Il n'y en a pas, il n'y aura pas de prise en charge. Quant à savoir la facture, ce que j'ai payé avec mes avocats, ça c'est mon affaire privée. Dès lors, puisque je n'ai pas demandé la protection fonctionnelle, c'est quelque chose dont je m'occupe à titre privé. Enfin, Monsieur Sanchez, si vous vraiment vous y tenez et que vous avez du mal à faire l'assemblage de l'ensemble des désignations d'avocats qu'on a pu prendre dans cette assemblée, qu'on a pu rapporter dans cette assemblée relatif à différentes affaires, sachez que c'est contenu dans les décisions du maire. Vous pouvez regarder les PV des conseils précédents et si vraiment vous les avez perdus, égarés ou je ne sais quoi, je pense que mes services seraient même en capacité de vous en ressortir la liste exhaustive. Voilà pour votre information. Je l'espère complète. À moins que vous souhaitiez continuer à débattre de manière stérile et à feuilletonner sur ce sujet, ce qui, malheureusement, ne m'étonnerait pas beaucoup. Non, je vous remercie pour ces éclaircissements. Il n'y a pas de quoi. On peut passer à votre dernière question, Monsieur Sanchez? Oui, alors, nous souhaitons attirer votre attention sur un incident signalé récemment concernant l'utilisation d'un véhicule de la mairie de Vitrolles. Durant le week-end de la Pentecôte, un véhicule municipal immatriculé 721 BGY13 a été aperçu à Toulouse, garé au parking Victor Hugo, place 3002. Alors, il est pour le moins surprenant de découvrir l'un de vos véhicules municipaux à une telle distance de Vitrolles, à environ 400 km. Donc nous nous demandons comment il est possible qu'un véhicule de la mairie se retrouve à Toulouse et si ce déplacement était dûment autorisé et justifié. Cette situation soulève plusieurs questions légitimes, notamment sur la gestion et l'utilisation des ressources municipales. Nous souhaiterions donc savoir si c'est vrai aussi, si ce n'est pas une fake news, et quel était le motif de la présence de ce véhicule à Toulouse, qui est en possession de ce véhicule à ce moment-là, y a-t-il eu une autorisation formelle pour ce déplacement, et si oui, de quelle nature? Donc, ces questions sont d'autant plus intrigantes dans la surveillance et la dénonciation de pratiques potentiellement irrégulières au sein de notre municipalité.
Votre réponse permettra de clarifier la situation et de rassurer les citoyens de Vitrolles sur la gestion des ressources municipales. La transparence est un élément clé pour maintenir la confiance de nos concitoyens dans l'administration locale. Nous vous remercions par avance pour votre réponse et votre transparence sur ce sujet. OK. Là, on touche au sublime en termes de dénonciation calomnieuse qui, avant même d'avoir saisi la ville pour donner la moindre explication, livre en pâture, et le même petit monsieur, livre en pâture à la vindicte populaire sur les réseaux sociaux, le nom, vous aurai une simple réponse. Livre en pâture à la vindicte populaire et sur les réseaux sociaux, le nom, l'identité d'une personne, d'un agent, qui était en déplacement de manière tout à fait réglementaire, en formation à Toulouse, sur une formation qui n'est dispensée qu'à Toulouse, sur l'éco-gestion de l'eau dans le bâtiment, et qui s'est retrouvé en situation difficile d'avoir, je ne sais s'il était volé ou cru volé, son véhicule de service. Tous les éléments sont là. L'ordre de mission, la formation, naturellement le nom de l'agent que je ne dirai pas ce soir. Tout est là. La plainte pour vol de véhicule, elle est là également. Et au lieu de venir faire du buzz autour de ce sujet, vous emboîtez le pas, vous emboîtez le pas. Monsieur Sanchez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Monsieur Sanchez, je vous rends la parole dans un instant. Monsieur Sanchez, je vous rends la parole dans un instant, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Trop facile de venir essayer de faire du happening avec une dénonciation sur les réseaux sociaux sur laquelle j'ai une demande de protection fonctionnelle, sur laquelle nous aurons à désigner un avocat. Et nous aurons à le payer sur les deniers communaux. Parce que la personne qui se permet de diffuser tous les jours une agression sur nos agents, et encore aujourd'hui sur la police municipale, et dont vous prenez systématiquement et la défense et le relais, alors non, vous ne posez pas une question. Vous essayez, en mettant en danger les agents de la ville qui travaillent avec sérieux, avec abnégation, au service de la collectivité. Oui, ça m'énerve. Parce que nos agents, nous leur devons protection. Les agents du service public n'ont pas à être menacés, à être traînés dans la boue sur les réseaux sociaux. C'est inadmissible et inadmissible que vous relayiez cette information. Donc vous avez votre réponse, elle n'ira pas plus loin, la séance est levée.